Visite quelque chose, je trouve quelque chose, je me dis ouais, ça colle bien, je me lance pas. Deuxième, je me lance pas. Troisième, et au bout de 3 fois comme ça où je me lançais pas, hein, je signais rien. En fait, je voyais bien, je faisais tous les chiffres, je voyais que ça collait, mais j'avais vraiment peur, quoi. Tout a réussi à s'imbriquer pour que ça fonctionne et que j'aille acheter mes 13 appartements avec un logement squatté. On peut vite inverser la machine et se planter, quoi. Moi, aujourd'hui, ce dont j'ai besoin, c'est d'un maître d'œuvre pour essayer d'être le moins présente sur les chantiers. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. On pense souvent que pour réussir à scaler dans l'investissement immobilier, il faut être jeune, ultra ambitieux, sans scrupules. Le cliché du marchand de biens, quoi, prêt à tout pour gratter quelques points de marge. Mais si tu es familier avec ce podcast, tu sais qu'ici on milite contre ces idées reçues. Parce que dans la vraie vie, l'investissement, c'est pas toujours des formules toutes faites. C'est surtout et c'est rarement linéaire en fait. Valérie, notre invitée du jour, en est l'illustration parfaite. Elle se lance dans le métier de marchand de biens à plus de 50 ans, après une carrière dans la banque et un parcours de vie marqué par des expatriations, des reconversions, des rénovations menées sur ses résidences principales et leurs dépendances. Et au fil de ses expériences, elle découvre la valeur d'un bien rénové, qu'elle développe ses compétences aussi, et elle commence à envisager l'achat-revente comme un vrai levier d'émancipation. Dans cet épisode, on verra comment elle a réussi à sécuriser un immeuble de 13 lots malgré le refus initial de toutes les banques, comment elle gère des chantiers d'envergure avec squat, sinistre, huissier, artisans défaillants, ce qu'elle a appris en route sur la relation bancaire, la gestion locative, la négo off-market, pourquoi elle structure son activité dès le départ en SaaS avec une holding, et comment elle vit aujourd'hui son métier de marchand, non comme un job pour générer du cash vite fait, mais comme un outil de création patrimoniale, au service d'une vie stable, plus libre, plus alignée aussi. Un épisode super terrain, inspirant, formateur pour tous ceux qui veulent se lancer, même sur le tard dans une activité d'immobilier, de marchand de biens en l'occurrence, sérieuse et durable. Si tu veux toi aussi être accompagné par le Cercle MDB pour lancer ton activité de marchand de biens, réserve ta place pour une prochaine rencontre locale dans ta région via mon lien partenaire investisseur avec un s40.com/cercle, donc CERCLE. Et si ce podcast t'aide dans ton parcours, pense à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée, laisse un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et parle-en autour de toi, ça nous aide vraiment à continuer et à développer le projet. Allez, sur ce, on plonge dans le parcours et la transformation de Valérie. C'est parti. Hello Valérie, bienvenue chez Les Investisseurs 4.0. Bonjour Paco, ravi, vraiment ravi, merci. Merci à toi d'être là pour parler parcours marchand, un parcours aussi intéressant, différent qu'on va découvrir aujourd'hui. Et là, en fait, à ce moment-là, mon beau-frère, qui lui commençait à en faire d'investissement, mais d'immobilier, il me dit, tu sais, je suis en train de suivre quelqu'un sur Internet et franchement, il est bien, il fait des trucs pas mal. Apparemment, il fait une masterclass tel jour, telle heure. Écoute-le parce que ça pourrait t'intéresser. Je me dis ok. Et c'est en fait la future académie d'investisseurs rentables. Franchement, c'est super intéressant. Plein de choses me parlent. Je redécouvre en fait l'immobilier de manière différente. Et là, je me dis mais il y a déjà des choses que je sais faire. Et il y a des choses maintenant que je vais pouvoir pratiquer différemment. Je suis dans la bonne voie et je pense qu'il y a quelque chose que je vais pouvoir faire plus concrètement, quoi. Et je me dis ok, en fait, je vais me positionner sur 2 choses. Je vais essayer de retrouver un emploi là où je vais arriver, toujours dans la banque parce que c'est le milieu qui m'intéresse. Mais en même temps, je vais en fait commencer à faire l'investissement immobilier en mode vraiment différemment de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Plus activement, plus efficace. Exactement, plus activement, plus efficace. Et en fait, ce que je faisais, on n'avait pas tout à fait encore déménagé, donc en fait, je travaillais encore là où j'étais, je préparais notre déménagement, mais cette fois-ci, j'avais bien compris que c'était pas forcément la peine d'avoir un toit sur la tête et d'être propriétaire. Locataire, ça suffisait largement, on pouvait faire en fait, sauf qu'il fallait juste en fait se dire, c'est pas la peine d'être locataire et de mettre toute sa capacité. D'emprunt, parce que l'idée c'était de pouvoir emprunter pour faire du locatif. Il me dit ok, en fait ce qu'il faut maintenant c'est trouver un endroit où on est bien en locataire, pas griller complètement ma capacité, et puis trouver un travail. Et pourquoi pas finalement me dire mais est-ce que ce travail-là, mon futur travail, c'est pas de complètement abandonner le milieu bancaire et me lancer complètement en fait dans l'investissement locatif.
Donc, je lui dis, écoute, arrive dans la région, essaye de voir ce que ça donne au niveau recherche de biens. Et puis, si ça active bien, bah, à ce moment-là, tu vas plus, en fait, travailler. En tout cas, plus travailler comme tu l'entendais avant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je dis à mon entreprise, OK, est-ce que je peux prendre une disponibilité pour aller de l'autre côté? L'autre côté, en fait, je dis, OK, moi, qu'est-ce que vous me proposez? Ben, en fait, responsable d'agence, non, parce qu'il n'y a pas de poste. On va vous proposer CGP. Je redescendais pas comme conseiller, mais voilà, CGP. Et puis, en même temps, moi, je suivais, en fait, toutes les formations, en fait, de l'académie. Et du coup, je commençais aussi à faire toutes les visites, contacter les agences, faire les visites, m'imprégner, en fait, de localement là où les secteurs, voilà, faire mes études de marché complètement différemment cette fois-ci, être en mode vraiment locatif. Dans ce projet-là et quand tu établis cette stratégie, tu prenais en compte le fait que sans emploi, tu aurais plus de capacité d'endettement que tu pouvais avoir auparavant. Ouais, complètement. Et en fait, du coup, je me disais, ce qui va faire toute la différence finalement, c'est que c'est mon mari en fait qui continue à travailler. Donc c'est lui qui va finalement être sur le papier la personne qu'on va suivre, quoi, en gros. Donc moi, en fait, finalement, je vais devoir convaincre pour dire je sais faire. Je vais pouvoir vous montrer par les chiffres que ça va être très rentable. Et puis qu'est-ce qui va vous convaincre? Bah finalement c'est l'emploi c'est le fait que mon mari soit salarié, quoi. Et dans ton business plan, on va dire entre guillemets, ton business plan, la capacité d'endettement que tu pouvais tirer avec ce revenu du foyer unique était suffisant d'après ce que tu voyais pour pouvoir générer à terme sur des projets rentables suffisamment de loyer en gros pour en vivre. C'était ça la logique? La logique en fait, c'était de se dire mon premier investissement, il faut qu'il soit extrêmement rentable parce à l'époque, on était encore sur le calcul du différentiel. Donc en fait, c'était le deuxième projet qui allait dire, vous avez vu, le premier projet qui allait dire pour le deuxième, vous avez vu en fait, ok, il y a les revenus du foyer, mais le premier projet en fait, il dégage beaucoup. Et en fait, c'était ça, en fait, c'était par le fait qu'on pouvait finalement s'endetter sur très longtemps, donc avoir finalement des petites mensualités. Et puis que, l'idée, moi, c'était que je tire le maximum de revenus. Et le maximum de revenus, pour moi, dans mon idée, c'était de la colocation. Et que donc mon premier projet allait largement positionner mon deuxième projet, qui allait positionner mon troisième projet, parce qu'on était encore en mode de calcul, les loyers étaient pris en compte, quoi. Les loyers étaient pris en compte, l'endettement était pas vu comme il est vu maintenant, et voilà. Donc il y avait toujours la sécurité de mon mari, mais c'était plus ça. Enfin, il fallait en fait que j'aille assez vite pour montrer que tout s'imbriquait et tout fonctionnait. T'as enchaîné combien de biens sur cette même lignée de locatif justement? Eh ben, en fait, pareil, moi j'avais en fait en idée de me dire, tu t'es plus en disponibilité, tu quittes ton emploi, donc ça veut dire que tu as du pôle emploi, pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il faut que tu génères suffisamment de cash flow pour compenser tes revenus. Et comme t'as plus d'emploi, t'as plus de couverture sociale, et à l'époque, je sais que la mode c'était fais du LMNP. Et ben moi, je m'étais dit non, toi, tu vas pas faire du LMP. Tu ne vas pas faire du loueur meublé non professionnel, tu vas faire du loueur meublé professionnel. Donc, j'ai acheté mon premier bien en février 2019. J'ai acheté mon deuxième bien en février 2020. Et en fait, ça m'a finalement fait. Alors, le deuxième bien, c'était des locaux, une association de 260 mètres carrés en rez-de-chaussée et 260 mètres carrés au sous-sol. Donc, il y avait beaucoup de mètres carrés. Et donc, mon idée, c'était de en fait me dire, en fait, tu crées de la colocation. Sur toute cette surface-là, tu crées de la colocation. Donc, j'ai généré en fait, en LMP, 5 lots pour en fait créer le loueur meublé professionnel. Voilà. Donc quand tu dis 5 lots, c'est que tu avais 5 lots qui étaient divisés sur lesquels chacun il y avait une colocation ou 5 chambres Non, 5 lots avec au total j'ai 5 lots avec au total 13 colocataires. Tout ça sur la ville de Clermont ou tout ça sur la ville de Clermont-Ferrand, ouais.
Et ça, ouais, donc ça, j'imagine comme il y a eu du volume, ça faisait du cash flow, même si clairement, encore une fois, on est à prix du foncier moindre hein, que le reste de la France, mais Ouais. ça, sur ces deux projets finalement, enfin ces deux, on va dire salves d'investissement, parce que le deuxième, comme tu dis, Saint-Cloud, c'est quand même pas rien. Et d'ailleurs, tu l'as fait toi-même la division sur La division, en fait, non, j'ai fait. Alors, j'avais les entreprises en fait par rapport à mon premier investissement. Donc, j'avais consulté les entreprises, j'avais fait mes plans moi-même, et en fait, très vite, je tournais en rond. J'arrivais pas à optimiser. Je voyais bien en fait le nombre de chambres, je voyais bien où les caser, mais je me suis dit non, en fait là, il faut que je prenne un architecte parce qu'il y a que lui finalement qui va pouvoir m'optimiser et parce que voilà, je savais que fallait que je trouve un architecte pour dire il faut m'optimiser ça en colocation. Donc j'ai fait appel à un architecte qui m'a dessiné les plans. Après, je me suis dit ok, maintenant c'est l'architecte, c'est bon, on a dessiné les plans, on va déposer parce qu'il y avait 2 DP, un pour le changement de destination, un pour les changements de façade. Là-dessus, j'étais aussi en zone ABF. Donc voilà, j'avais besoin en fait de l'architecte, puis surtout pour me créer les plans intérieurs. Et cet architecte-là travaillait avec un maître d'œuvre et finalement, je suis passée par certaines de mes entreprises qui finalement ont été embauchées par le maître d'œuvre, mais c'est le maître d'œuvre finalement qui a piloté. J'y étais tout le temps. C'était piloté par un maître d'œuvre, mais j'y étais tout le temps et pendant le Covid parce que cette période-là, c'était de février 2020 à juillet 2020. En fait, on a quand même réussi. Il y a eu pas mal en fait de ralentissement parce qu'à un moment donné, tout le monde devait rester chez soi. Mais on a quand même réussi à sortir en fait toutes les chambres en juillet pour que à la rentrée scolaire, moi j'avais toutes les chambres de louer. Donc, t'as atteint cet objectif en termes de cash flow, t'as réussi finalement à être au même niveau que ton salaire surtout sur ces deux OP en fait. Enfin, Ouais, alors c'était pas au même niveau que mon salaire parce que c'était au même niveau que le pôle emploi. Voilà, parce que en fait c'était de me dire moi pour avoir finalement du revenu, en fait je me dit le revenu supplémentaire, je vais en fait me donner comme objectif le niveau du pôle emploi et puis après je gère tout le reste et puis je crée en fait du patrimoine parce que c'était ça aussi l'idée. Hein. Donc voilà, et là on est sur la première vision, premier projet terminé. Parce qu'en fait, en même temps que j'étais en train de faire celui-ci, j'avais le deuxième qui commençait à se dessiner. Et le deuxième qui commençait à se dessiner, c'était de se dire, bon, la colocation, je le savais déjà, hein, c'est beaucoup de temps. Parce qu'en fait, toujours pareil, je mets pas sous mandat, je me charge de tout. C'est que des étudiants. Les étudiants, on sait que ça a une rotation à peu près de 9-10 mois. Donc tous les 9-10 mois, en fait, il faut que je renouvelle quasiment toujours tout le monde. Pas tout le temps, mais c'est quand même très fréquent. En tout cas, dans mon idée, c'est ça que je me dis. Même encore maintenant, hein, tous les 9-10 mois, en fait, je suis prête à me dire, ça va se vider d'un coup. Hein, ou d'un coup. En tout cas, ça va se vider. Et du coup, c'est à moi à travailler pour que ça se remplisse à nouveau. Donc, du coup, c'est ok. Deuxième projet. Mon niveau en fait de LMP, il est atteint parce qu'en fait, je veux être au-delà du revenu, mais en dessous du seuil pour pas en fait, enfin du seuil pour profiter de l'exonération en fait de la plus-value. Et donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est non plus acheter en nom propre, mais en société. Donc je m'étais dit ok, on oublie la colocation en société, ça va me faire trop de travail, donc je vais aller sur des choses où là, je peux pas revenir sur un appartement, puis un autre appartement, puis alors maintenant en fait on cible les immeubles, voilà. Donc on cible les immeubles et du coup je me remets en fait en recherche. Dès qu'on a pu à nouveau ressortir, je me mets en recherche et je vais visiter. Et finalement, je tombe sur quelque chose, je remets en action aussi les agences, j'ai des contacts, j'essaye de voir en fait qu'est-ce qu'elles ont à proposer, et je tombe sur une annonce sur Le Bon Coin. Et c'est pas un immeuble que je trouve en fait, c'est 13 appartements dans une même copropriété. Et là, je me dis ok, 13 appartements dans une même copropriété, c'est voilà quoi, en termes de nom pour alimenter ce que je veux faire, ça peut le faire quoi. Donc je négocie. Alors le prix était déjà bas et je négocie beaucoup.
Le prix était déjà bas parce qu'en fait, sur les 13, il y en avait 5 de loués avec des tout petits loyers. Les caves on pouvait pas les visiter. Les appartements étaient en très très mauvais état et il y avait du squat. Donc forcément, dans ces conditions-là, on peut quand même un petit peu négocier. Et puis surtout, ce que je fais à l'époque pour pouvoir vraiment beaucoup négocier, je dis pas de conditions de prêt. D'accord. Et je m'engage sur un achat, uniquement l'achat, sans les travaux, à 600 000 euros, sans condition de prêt. Je n'ai pas l'argent pour payer mes 600 000 euros, évidemment. Donc en gros, ça veut dire que je me dis, là maintenant, en fait, tout le travail, c'est de monter la société et surtout de trouver un banquier. Et là, grosse confiance parce que tu as cette vision du banquier, que tu sais que ça va passer par rapport à la situation de ton mari, ou tu juste... Pas grosse confiance du tout, mais en fait, j'ai pas le choix, il y a de la concurrence et en fait à l'époque je connais je fais partie de l'académie, je connais bien Isis qui en fait est coach à l'académie. Je lui montre mon projet, elle me dit ouais go vas-y, et je lui dis ouais mais elle me dit écoute condition sans condition de prêt. Je dis ok ouais je peux le faire sans condition de prêt, je peux le faire, mais pas grosse confiance du tout. Et je me disais ok, j'avais réussi quand même à négocier un temps assez long parce qu'il fallait que je me mette en recherche d'eux. Et puis surtout, l'idée c'était de dire, il y avait tous les compteurs lignes qui étaient là, il y avait des travaux, mais enfin les travaux c'est après qu'on les fait. Donc en gros, j'avais réussi à dire, j'ai besoin de temps, pour constituer la société, pour trouver le prêt. Malgré tout, même si j'ai une condition sans condition de prêt, je vais quand même aller chercher un prêt. Et puis pour trouver les entreprises aussi. Donc j'avais du temps, mais en fait plus le temps passait et en fait les banques elles me suivaient pas du tout. Aucune banque ne me suivait. Comment tu t'en es sorti de ça alors? Et en fait c'était toute la période où dans les banques ça bougeait complètement. Les taux d'endettement n'étaient plus les mêmes. Les taux étaient en train d'augmenter. Plus personne n'avait de crédit finalement. C'était très compliqué. Et là en fait mon notaire appelle l'acheteur pour lui dire mais en gros elle va vous demander un avenant pour la clause de prêt, mais elle a déjà beaucoup travaillé. J'ai confiance en elle parce que ça fait quand même plusieurs choses qu'on fait ensemble. Elle va y arriver. Faites-lui confiance. Et puis de toute façon, dans votre situation, c'est que si c'est pas elle qui achète, il y aura personne d'autre qui va acheter. Les gens vont pas avoir leur crédit. Donc vous avez en fait tout intérêt à accepter cette clause-là, quoi. Donc il l'a accepté. J'ai pu me dire ok, la pression elle est quand même beaucoup moindre. Et en fait, ce que j'ai fait à l'époque, c'est j'ai contacté un courtier que j'avais vu il y a quelques mois avant, et je m'étais dit bon là ça me sert à rien ce courtier-là, mais à un moment donné je sais que j'en aurais besoin. Et effectivement, parce que je l'avais senti qu'il était très bon. Et effectivement, ce courtier-là, il avait les bonnes relations, les bons banquiers, et il a proposé mon projet. Et ce projet-là, en fait, la banque a dit ok, nous on va vous suivre sur ce projet-là. Parallèlement à ça, c'est que moi mon montage de société à l'époque c'était pareil, tout le monde me disait c'est une SCI, mais moi je voulais pas faire une SCI, je voulais faire une SAS parce que dans mon idée, parce que je voyais déjà en fait l'étape d'après, et l'étape d'après c'était de se dire moi la SAS, si demain je veux faire de la chambre d'hôte, elle pourra pas, enfin ma SCI elle pourra pas faire de la chambre d'hôte. Si demain je veux acheter je sais pas moi, un terrain pour mettre des panneaux solaires, elle pourra pas faire ça ma SCI. Si demain je veux faire même une opération de marchand, juste une, pour voir un peu comment je me sens, elle pourra pas faire en fait cette SCI. Donc en fait dans l'idée j'avais tout de suite la SAS, et tout de suite la SAS avec ma fille dedans et ma fille mineure. Donc le défi à ce moment-là c'était trouver le crédit, et puis 2 en fait trouver aussi l'avocat qui veuille bien finalement m'inclure à un statut, un statut très très large, et surtout inclure ma fille comme associée. Et la banque aussi, il faut qu'elle accepte sous cette formulation-là, sous cette ouais, tout à fait. Ouais. Et là, le courtier à ce moment-là avait vraiment bien travaillé la banque, et la banque, comme elle croyait vraiment en mon projet, en fait, c'était de se dire ok, et l'avocat en fait avait fait un très bon montage aussi, et finalement en fait tout a réussi à
voilà, à s'imbriquer pour que ça fonctionne et que j'aille acheter mes 13 appartements avec un logement squatté, avec les caves. Alors on avait quand même demandé en condition que les caves soient complètement vidées. Voilà, et avec, j'avais 5 locataires sur ces 13 logements. J'avais un squat. On avait réussi à ce qu'il n'y ait plus de squat, et moi, ce que j'avais fait pendant le compromis, dès que j'avais su qu'il n'y avait plus de squat, j'avais demandé à l'entreprise de venir fermer avec des plaques, plusieurs superpositions de plaques, la porte, l'ouverture, parce qu'en fait la porte était complètement défoncée, donc voilà, fermer complètement. Et puis je passais régulièrement pour voir si d'autres appartements n'allaient pas être squattés. Si les caves n'allaient pas à nouveau être complètement submergées de plein de cochonneries, quoi. Et voilà, et on a acheté avec les caves nettoyées, plus de squats, 5 locataires, mais 5 locataires un sous tutelle, difficile, quoi, des locataires difficiles. Donc c'est du rénové location meublée, hein, c'est ça, sur les ensembles? Et alors à l'époque c'était rien du tout, et maintenant c'est effectivement du rénové en meublé, tout en meublé. Ça a été 1 an de portage de travaux, tout moi-même en fait. En portage de travaux, j'ai pas fait, mais j'ai fait faire sur une entreprise qui n'est pas du tout la route. Sur vraiment beaucoup de complications, et en fait pour j'ai tout eu, hein. J'ai eu les dégâts des eaux, j'ai vraiment tout eu. J'ai eu l'arrêt de chantier, l'huissier pour le constat d'arrêt de chantier. J'ai vraiment tout eu. Et surtout, en fait, à cette période-là, c'est que l'entreprise qui devait faire avec un certain montant de chiffrage au départ, en fait, dès le deuxième chantier, m'a dit, en fait, je peux plus tenir ces chiffres-là. Donc, en gros, je vous quitte, quoi. Alors je lui dis non, on peut pas. Enfin moi c'est pas possible, quoi. Hein. Il faut que l'argent rentre maintenant. Il faut que les appartements en fait se terminent. Et en fait la solution que j'avais trouvée à l'époque, c'était de me dire ok, en fait je vais commander toutes mes marchandises. Lui il fait les travaux, je commande toutes mes marchandises. Et en fait j'ai tout acheté, quoi. J'ai acheté tout de la laine de verre, la bande à joint, la bande armée, le map, le joint, le tout. J'ai tout acheté en fait en matériaux. Et le fait que tu l'achètes toi en direct, ça l'arrange parce que ça l'arrangeait juste parce que comme ça il pouvait en fait maintenir les prix qu'il m'avait fait au départ. Ah oui, d'accord, donc tu les as sortis de la facture. Enfin, donc on les a sortis de la facture. D'accord, ok. Ouais. Et que c'était la seule solution, parce que moi en fait j'avais contracté un prêt avec un certain niveau de montant de travaux, quoi. Donc je pouvais pas et ça, que là-dedans autofinancé du coup ouais, c'est ça, et que je voulais pas autofinancer, ça n'était pas question. Et là-dedans en fait, moi j'avais 2 phases, j'avais une phase en fait, et la banque m'avait financé finalement les 2 phases en disant OK, la première phase c'est de rénover entièrement les 8 appartements, et la deuxième phase c'est parce que moi l'idée c'était en fait dans toute la première phase la rénovation des 8 appartements, en même temps j'allais travailler en fait les locataires pour qu'ils partent avec des indemnités d'éviction, etc. Et finalement, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et ils sont tous restés, et du coup, avec beaucoup de difficultés, avec encore je crois, les huissiers, le juge aussi, parce que après des locataires qui payaient plus. Mais voilà, en tout cas, moi, ces 5 locataires, ça a été toujours sous mandat. Je me suis dit, ok, là, il y a le propriétaire à qui j'avais acheté, lui, c'était un Parisien, et finalement, il avait jamais géré, il avait tout mis sous mandat, et moi, je m'étais dit, puis au fur et à mesure, ces locataires partaient, et les 5, en fait, étaient encore là, et j'avais dit, moi, je reprendrai l'agence, je reconfierai les mandats à l'agence, voilà. Et un an pour porter tout ça, beaucoup de complications. Et moi je me rappelle très bien, en fait je rentrais chez moi le soir et je disais à mon mari, tu vois une route avec des platanes, mais en fait je vais m'en prendre un. Je vais me prendre un platane, je sais pas à quelle allure je vais être quand je vais me prendre ce platane, mais je vais m'en prendre un. Pour moi c'était tellement de galère que j'étais sûre, quoi. J'allais une entreprise en plus qui tu sais, un peu comme les entreprises qui, on en a entendu parler, de ces entreprises qui disent, vous nous payez, sinon on continue plus. Ouais, bien sûr. Et puis après, on a tellement versé d'argent que, en fait, rien n'est fait, et puis ils se barrent. Et en fait, j'avais réussi à maintenir, ne jamais payer plus que ce qu'ils avaient fait. Donc, et finalement, ça s'est terminé. Les travaux ont quand même duré sur les 8 appartements. J'étais propriétaire en septembre 2021. Je crois que le dernier que j'ai mis en location, ça devait être en décembre 2022. Donc, quand même,
Par contre, ils sont tous extrêmement bien refaits. Voilà, c'est du meublé. Et une fois que c'était en location, c'est du T2, c'était de la surface. En fait, c'était ça que j'avais visé avant de commencer l'opération, et c'était ça que je voulais après. Donc, en gros, c'était du surface du T2, c'est entre 35 et 45 mètres carrés, c'est du meublé. Donc, déjà, je m'étais dit, la gestion de ces 8, c'est moi qui ferai. Et ça sera pas de la colocation, donc il y aura moins de rotation. Ça sera quand même plus calme à gérer, parce que j'ai toujours mes colocataires, enfin mes colocations à gérer. Comment t'as réussi à faire la rénovation avec le locataire dedans? J'ai pas fait. C'était ma phase 2. Ça veut dire en fait qu'il y avait 8 appartements qui étaient libres, et c'est ceux-ci que j'ai rénovés. Et puis les 5, en fait, j'ai attendu qu'ils partent. Et là, en fait, maintenant, sur les 5, j'en ai encore 2. Ils sont physiquement présents, et 3, je suis à nouveau, à nouveau avec l'huissier et bientôt le tribunal. La process pour faire sortir du coup un locataire en moyenne, c'était quoi avec toutes ces actions en justice, etc. C'était combien de temps? Et ben là, tu vois, donc moi j'ai été propriétaire en 2021, et on est en 2025. Et j'en ai 3. Ouais, donc c'est très long. 3-5 ans, quoi, on va dire. Très, très long. Ouais. Donc sur la masse, ça va, parce que j'imagine, juste le crédit était remboursé avec les loyers déjà, tu recevais quand même des loyers, hein, par ces locataires, même s'ils étaient moindres que... Alors, ils étaient beaucoup moins, mais en fait, ce que j'ai fait, et ce que j'avais, à partir du moment où j'ai commencé à faire les formations, etc., en fait, moi, je faisais je reportais finalement ma première échéance. C'est-à-dire, en fait, que je faisais du différé. Alors, en société, le différé, c'est un petit peu différent. Non, c'est pas forcément différent. En fait, la banque, pour ma société, m'avait accordé, donc j'ai réussi à avoir un prêt de 20 ans pour une société en SAS, donc c'était pas mal. Et j'avais réussi à avoir un différé de 18 mois. Donc, en fait, finalement, en gros, mes travaux et les loyers étaient là, mais ça compensait pas du tout, hein, clairement non. Mais ça arrivait quand même à compenser finalement les premiers intérêts que je devais payer. Et puis après, au bout d'un an, moi j'ai commencé à faire rentrer mes locataires dans les appartements rénovés. Un an, enfin 14-15 mois après, mes 8 logements étaient loués avec des loyers de logements entièrement rénovés et meublés. Donc voilà. Et à la fin du différé avec la location, les loyers des 8 logements, tu rembourses ton prêt sans problème. Ouais, largement, ouais. Okay. C'était tout, largement en fait. Ouais. D'où l'intérêt d'avoir une OP super rentable à la base quand même. Ouais, exactement. D'où l'intérêt d'avoir une OP avec tous les tracas que ça peut avoir, ça peut générer. Mais en fait, on a rien sans rien, quoi. On peut pas. Enfin, c'est obligé. Je sais pas, moi j'ai connu que ça pour l'instant, c'est-à-dire me dire ok, si je veux obtenir quelque chose, faut vraiment que. Il y a un petit peu de galère quand même, mais derrière voilà, il y a du résultat. Mais... On comprend que du coup que tu as fait de l'IMO clairement en mode entrepreneurial, enfin en tout cas depuis que tu as quitté ton job à l'époque. Et alors la transition en marchand, du coup, elle était un peu, elle était plus suave aussi, plus cool, parce que, plus cool, moins rude, parce que c'est déjà un petit peu ce que tu faisais, quoi, finalement. Oui. C'est complètement ça. Alors en fait, c'est que au moment en fait où j'étais en train de créer la société et me dire maintenant c'est bon, je vais être dans ma deuxième phase, et ma deuxième phase elle va aller très vite, comme la première, sauf que j'avais pas dans l'idée de tout ce qui allait se passer quand même. Hein. À ce moment-là, en fait, j'étais déjà en train de me dire ok, j'avais déjà monté la société SAS pour me dire la première opération, je ferai en fait du marchand quand même pour un peu me tester, parce que j'avais déjà dans l'idée en fait de faire du marchand, parce que je m'étais dit en fait la suite de ça va être le marchand. Donc, en même temps que j'étais en train de gérer toutes les galères, je commençais déjà aussi à faire des prospections pour faire du marchand. Donc, j'avais pas totalement les notions, même j'avais pas grand-chose comme notion en fait. Je m'étais inscrite dans une formation, mais il y avait pas de côté pratique. C'était beaucoup de fiscalité. C'était, c'était un peu pour nous apprendre les TVA. Mais sur le côté pratique et les cas concrets, j'en avais pas. Donc je visite quelque chose, je trouve quelque chose, je me dis ouais ça colle bien, je me lance pas. Deuxième, je me lance pas. Troisième, et au bout de 3 fois comme ça où je me lançais pas, hein, je signais rien. En fait, je voyais bien, je faisais tous les chiffres, je voyais que ça collait, mais j'avais vraiment peur quoi. Et en fait, au même moment, en fait, j'avais vu Sébastien qui lui avait créé un groupe
le cercle. Et en fait, il faisait beaucoup d'Instagram à l'époque. Et moi, j'étais dans mon lit le soir et puis je regardais Sébastien sur Instagram. Et puis moi, il me disait, mais c'est qui lui? Je dis, bah lui, tu vois, c'est le gars que je vais suivre. C'est-à-dire que quand je vais faire marchand, c'est avec lui que je vais faire marchand. Il me disait, oui. Alors déjà, il me disait, écoute, tu sais, tu te sors de ta galère avec tous tes appartements et puis on reparlera du marchand, voilà, un peu après. Et puis je me disais, ouais, mais en fait, moi, je vais réussir à faire les deux. Donc, je me suis inscrite au cercle. Et puis quand même, j'ai appelé pour dire, je vais quand même décaler mon arrivée parce que franchement, je suis en grosse galère. Je pensais que ça allait être vite, mes 8 appartements là, et puis après les 5 autres. Mais en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Donc, je suis rentrée en fait, je suis rentrée en tant que marchand et au cercle en 2022, en avril 2022. Donc quand même dans mon année où j'étais en train de faire mes rénovations, hein, et en me disant, si, c'est bon, ça va le faire. Je vais pouvoir gérer les colocations, je vais pouvoir gérer mes appartements qui se refont au fur et à mesure avec toutes les galères, et puis trouver des opérations de marchand. Non, j'ai pas pu. Je me suis inscrite. j'ai pas pu le faire. J'ai commencé à faire les formations quand même. J'ai commencé à les visiter. J'ai trouvé une première opération. Je suis arrivée en avril 2022 et j'ai trouvé une opération en juin 2022. Tes premières OP du coup, enfin où t'as concrétisé, c'est quoi le profil en fait et comment ça s'est passé? Bah en fait, j'ai fait le premier OP. Je me suis dit, j'ai quand même eu beaucoup de galères, pas en tant que marchand, mais dans le locatif. Donc je me suis dit, fais les choses faciles. Fais les choses faciles, les choses que tu vas maîtriser. Et en fait, je me suis dit, tu fais des petites surfaces et du clé en main. Donc, je recherchais des appartements avec pas trop de travaux et où moi je voyais bien en fait le potentiel quand j'allais pouvoir finalement après l'aménager et faire du clé en main. Donc c'est ça que je recherchais en fait au tout départ. Même si la toute première opération c'était pas ça, mais finalement elle s'est pas faite. Et après je me suis dit ok, reviens sur des choses quand même et mets-toi en confiance en fait. Mets-toi en confiance sur des opérations que tu vas pouvoir maîtriser. Et puis monter après en compétences petit à petit. Donc ouais, la rénovation, tu avais aussi le réseau, etc. Tu as commencé à rénover un appartement, puis un deuxième, puis un troisième, c'est ça que dans cette séquence-là? Ouais, c'est ça. En fait, bon, moi j'ai vraiment commencé le marchand avec en achat. J'ai dû trouver mon premier bien fin 2022 et faire mon premier achat en 2023. Voilà, en février 2023. Et là maintenant, en fait, au fur et à mesure, j'ai fait vraiment ces opérations-là. Puis après, j'ai fait une opération, c'était l'année dernière, je crois, où j'ai vu un ancien local commercial, une ancienne association qui avait été achetée, qui avait déjà été transformée en logement, mais qui était resté dans son jus en association, quoi. C'est-à-dire en bureau. Voilà. Et moi, je me suis dit, OK, moi, je vois bien ce qu'il faut faire. Il faut le diviser, il faut faire 2 appartements. Et puis, faut le refaire clé en main. Et puis, il faut le vendre comme ça. Donc, en fait, finalement, là où j'ai commencé à chercher fin d'année 2022 et jusqu'à maintenant, j'en suis à ma 8e opération. Quand tu dis 8, donc c'est 8e achat, en fait. Hein. Ouais, 8e achat. Tu peux nous donner peut-être la numération parce que de ces OP entre la première donc c'est que toutes tes clés en main sauf la dernière, comment ça se passe? Alors non, pas tout clé en main. La première opération, c'était du clé en main, c'était un T1 que j'ai transformé en T1 bis. Qui était super bien placé sur Clermont-Ferrand avec une très belle terrasse. La deuxième opération, c'était du clé en main, c'était un T3 toujours sur Clermont-Ferrand. La troisième opération, c'était en CEP, parce qu'en fait, je me suis mise dans une CEP en fait avec une personne. En fait, on était en CEP, on était 2. Voilà, l'opérateur et moi. Et je le compte aussi comme opération parce qu'en fait, le banquier, au moment où j'ai eu besoin d'aller voir les banques, m'a dit mais ça, en fait, ça, il faut aussi le compter comme opération. Pour nous, c'est ces opérations. La quatrième opération, c'était une surenchère. Quelqu'un du cercle qui m'a appelé pour me dire il y a une surenchère en fait qui a été il y a une surenchère. C'est pas très loin de chez toi, c'est pas Clermont-Ferrand, c'est à Vichy et en fait va voir quoi.
Et moi, je me dis, mais attends, mais surenchère, je sais même pas ce que c'est. Donc, surenchère, mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la suite de l'enchère. Ok. Et en gros, j'étais à ce moment-là, j'étais pas chez moi, et il me dit, ok, là, ce qu'il faut que tu fasses, en gros, c'est faut que tu sois hyper réactive. T'as 10 jours. T'as 10 jours, en fait, pour aller trouver l'avocat et pour finalement que l'avocat se présente et fasse la surenchère pour toi. Dans ces 10 jours-là, essaye d'obtenir le maximum d'informations, mais a priori, tu pourras pas aller visiter l'appartement et tu obtiendras quasiment pas d'informations. Donc, j'ai essayé d'obtenir tout ce que je pouvais comme information. Effectivement, j'ai pas réussi à avoir l'appartement. J'ai quand même réussi à avoir le lieu où ça c'était et la copropriété, mais depuis l'extérieur. Et puis j'ai fait mes calculs. Je me suis dit, ok, moi je pense que c'était loué quand même. C'était loué. Et je me suis dit, ok, c'est une belle opération, donc je peux y aller. Donc sur la base de quand tu dis c'est une surenchère, c'est la personne qui t'a contacté pour s'associer avec toi, elle avait remporté l'enchère. Non, en fait c'est sur la base c'est quelqu'un en fait qui est il avait vu l'annonce de la surenchère. Mais c'était pas porté en fait, il avait vu juste l'annonce de la surenchère, c'est tout ce qu'il avait vu. Et il avait vu l'annonce de la surenchère parce qu'en fait, c'est un tribunal qui scrutait. Et là où allait se passer la surenchère, ça n'avait rien à voir. En fait, la surenchère allait avoir à Meaux alors que l'habitation était à Vichy. Et c'est une vente aux enchères sur lequel quelqu'un s'est positionné, a dû lâcher le bien. Comment c'est quoi une surenchère? Eh ben en fait, c'est une vente aux enchères et il y a 10 jours pour que quelqu'un vienne surenchérir. Et moi, en fait, je me suis calée dans ces 10 jours. D'accord, donc toi, tu es venu pour abonder, pour proposer un prix plus élevé à celui qui avait remporté. Exactement, exactement. Ça marche. Ouais, tout à fait. Et donc, en fait, c'était juste ça. Et en fait, le monde m'a dit, on s'associe pas, l'opération est trop petite, donc fais-la toute seule de ton côté. Et puis si, tu gagnes la surenchère, tant mieux. Mais si tu la perds, tant, c'est pas grave. Il y a pas de, voilà. On reste dans le même état d'esprit par rapport à la concurrence, que tu avais fait sur sans condition de financement, où tu vas, tu surenchéris quoi. Tu vas aussi parce que dans ces surenchères, il faut que tu payes une bonne partie cash quoi. Ouais, c'est ça. Mais faut dire que en gros l'appartement, c'est l'appartement, il avait mal été valorisé, donc en fait il est passé aux enchères avec un tout petit prix. La personne qui l'a acheté, c'était un marchand de Paris qui connaissait même pas la ville d'ailleurs. Hein. Il avait dû voir le truc, il s'est dit ouais c'est quand même, il a fait 2-3 études, il s'est dit quand même c'est super, c'est le super truc. Et la surenchère c'est 10% du prix au-dessus, donc moi j'avais la capacité en fait de pouvoir en tout cas payer le chèque de départ quoi. Voilà. Et puis après quand même la capacité aussi de pouvoir payer la suite parce que c'était vraiment un tout petit montant. Voilà, donc ça a été une autre opération. L'autre opération après, donc toutes celles-ci, elles sont débouclées à ce jour. L'autre opération, c'était l'ancien local associatif. Avant d'en venir peut-être à là, juste tu peux mettre quelques chiffres sur ces différentes opérations, qu'on puisse se rendre compte en fait la marge par exemple. Ouais, le niveau de marge par rapport au prix acquisition totale et ouais, tout à fait. Alors du coup la première acquisition, j'avais fait ça doit être entre 35 et 35 000 euros de marge sur la première acquisition. Et là, en fait, pour moi, c'est ce que j'appelle, c'est ce que je considère en fait des petites opérations en termes de marge et en termes aussi d'achat. Parce que je vais cibler un peu des opérations qui vont être entre 75, 100. Alors 75 000 euros, c'est vraiment pas beaucoup sur mon secteur. Il y a même quasiment rien. Mais ça va être 80, 110. Voilà. C'est à peu près ce que je recherche au départ quand je regarde en fait mes annonces. Et puis après, en fait, je négocie et je sais à peu près ce que je vais pouvoir tirer de l'appartement. Donc moi, quand j'ai une marge, je vais faire entre 25 et 35 de marge. Donc pour récapituler, donc tu achètes toi frais de notaire à 3% inclus autour de ce prix-là, 90, 100 000. Ouais. Et tu les revends autour des 130, 140 pour avoir tes entre 130 et 100, entre 130 et 160 à peu près. Avec, comme tu fais du clé en main, il y a quand même une grosse poche travaux, équipement, ameublement, non?
Pas les grosses travaux parce que j'essaye en fait de cibler des choses où il y a du rafraîchissement, pas du gros travaux en fait. Parce que si je cible des gros travaux, j'ai plus de marge. Le prix en fait, le prix de départ, même s'il est faible, toute la marge en fait va être mangée par les travaux. Donc faut que j'arrive en fait à trouver quelque chose où il y ait du rafraîchissement. Et ça, c'est ouais. Et tu vends pour du locatif a priori, c'est pour des investisseurs locatifs. Je pensais au départ, moi je m'étais toujours dit, en fait, quand c'est du meublé comme ça ou partiellement, parce que ça m'est arrivé, en fait toutes les fois, je meuble pas la chambre. Je meuble pas la chambre, je laisse finalement le soin aux personnes de. Par contre, dans la chambre, je l'habille quand même. Je lui mets les appliques, je lui mets de la belle peinture, je lui mets en fait les rideaux. Enfin, je l'habille. Mais en fait, dans mon idée, c'était de me dire si c'est meublé, même presque meublé, juste la chambre, ça va intéresser pour du locatif. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Il s'avère qu'il y a des gens qui se disent, en gros, j'ai rien à faire, quoi. J'ai rien à faire. J'ai rien à faire et les meubles, j'ai les miens, mais en fait, je peux aussi garder ceux-là. Donc voilà. J'ai même en fait des gens qui se séparent, donc ils n'ont plus rien, enfin quasiment plus rien. Ils veulent tout construire, donc pour eux, c'est de repartir sur une page blanche, quoi. Donc c'est pas forcément. On pourrait penser au départ en disant ça va être que du locatif, mais en fait, non. Et sur un projet typique, dont on a décrit à peu près 25-30% de marge sur un projet à 100 à l'acquisition, la valeur, tu la crées surtout au niveau de l'acquisition, de l'acquisition sur la négo au départ, sur le prix de sortie parce que justement il y a ces éléments de déco, etc. Tu peux vendre au prix haut par rapport au marché rénové dans son secteur. C'est où vraiment tu vas chercher ces points de marge? En fait, tous ces éléments-là. La première, c'est effectivement sur l'achat au départ. Parce que alors sauf sur le tout premier où j'ai vraiment fait une offre au prix, là où je disais j'avais une grande terrasse bien placée dans Clermont-Ferrand, moi j'avais fait une offre au prix à l'époque, mais sinon tous les autres je négocie en fait parce qu'il y a toujours en fait marge de négociation, parce que le DPE il peut ne pas être très bon, mais je vais jamais en dessous du E quand même. Mais malgré tout c'est pas ça peut être amélioré. Après aussi parce que je suis toujours sur des personnes aussi qui dans leur plan de vie c'est un moment où ils doivent vendre. Voilà, donc il y en avait un, il partait à l'étranger, l'autre il avait besoin de se marier, l'autre dans leur plan de vie c'est le moment où ils doivent se débarrasser du logement. Donc ma proposition en fait elle passe, quoi. Apporté toujours par des agents, ou tu trouves des vendeurs en direct? Non, sur les opérations là, la première en direct, la deuxième agent, la troisième surenchère, c'est pas agent, quoi, c'est la quatrième en direct, la cinquième agent, la sixième. Alors non, quand je dis apporté par des agents, c'est l'annonce est mise par une agence. Mais par contre, c'est toujours moi qui vais en fait chercher sur le bon coin. Moi, je les trouve sur les bons coins. Mais après, sur les opérations là en marchand, pour l'instant, on m'appelle. Je fais des offres aussi, mais ça n'a jamais été pour l'instant Ça n'a jamais été du off-market. Non, pour l'instant, non. En tout cas, et malgré ça, donc tu arrives à trouver effectivement de la marge de négo, et derrière vendre au prix haut, ce qui a fait les marges sur ces OP-là de clé en main. Ouais. Et sur l'OP de surenchère, de vente aux enchères, c'est quoi les chiffres là-dessus? Les chiffres là-dessus, c'est que j'ai eu l'appartement pour 28 000 euros. Il en vaut combien? En fait, je l'ai revendu 68 000. Ok. Rénové aussi, ou tu l'as vendu en l'état? Avec le locataire dedans. D'accord. En l'état, ouais, ok, un projet locatif, quoi. Mais il y avait tellement de marge à l'achat que bon, tu t'en sortais, c'est ça l'idée? Ouais, c'est ça, parce que là, en fait, c'est. Ok. C'est des anomalies, quoi, quelque part, donc tant mieux. On est là aussi pour ça, mais voilà, malheureusement, je peux pas tout mon métier là-dessus.
Non, ça serait trop beau. Ça serait trop beau, ouais. C'est quoi ton mode opératoire? Alors, sur les 8 que tu as complété aujourd'hui, des OP, la plupart, du coup, c'est du clé en main, c'est ça? Alors, en fait, on peut dire que la moitié, c'est du clé en main. Il y en a une aussi en association. Moi, je suis associée, en fait, sur les plus grosses opérations. Je suis associée avec Sandrine, en fait, de Bordeaux. Donc, ça sera aussi du clé en main, celle-ci. Et je pense que c'est moitié, en fait, moitié clé en main. Et là, sur laquelle je suis actuellement, c'est pas du clé en main. Ça va être... la rénovation est déjà faite. Donc, c'est juste, en fait, une division... Alors, c'est un peu plus compliqué juridiquement que ce que je ne pensais, et que ma notaire aussi pensait. Mais voilà, ça va être finalement de remettre les parcelles à la bonne propriété, remettre un compteur électricité, un compteur d'eau, et puis revendre ça. Alors moi, je le vois. Encore une fois, je le vois. Là, il y a une des maisons, je la vois pour un investisseur parce qu'on est bien placé et que il y a vraiment juste à meubler et faire de la colocation, 2 chambres. Et puis le rez-de-chaussée, ça pourrait être loué pour un artisan par exemple, parce qu'on est en plein centre et qu'il y a toujours besoin en fait pour les artisans d'avoir quelque chose pour mettre déposer leurs matériaux, quoi. Mais voilà, donc moitié clé en main et un peu plus quand même, un peu plus, ouais, un peu plus. Allez, ouais, donc 70% clé en main. Juste pour rester sur les chiffres, avant, je vais te parler aussi de l'association, parce que c'est un thème aussi intéressant, mais juste pour boucler un petit peu l'aspect chiffres par rapport à ton parcours de marchand, donc 8 opérations aujourd'hui débouclées, en moyenne 25%, enfin 25 000 de marge sur des opérations type à 100 000, mais j'imagine que t'as pas fait que ce type-là. Ouais. Combien, ou t'as forcément à la virgule près, mais tu vois, combien en moyenne tu prends de marge sur tes OP, et combien ça a ramené à ta société en trésor peut-être aujourd'hui sur ces 2 premières années, en 2 ans, parce que ouais, sur les 8, elles sont pas 8 débouclées. Sur les 8, en fait, il y en a 4 débouclées et la dernière va se déboucler la 5e va se déboucler au mois de juin. Donc, là, non, ça devrait le faire. Voilà. Après, les années précédentes, enfin là, pour mon premier bilan, ma première opération, elle était dans ma société commerciale du départ, hein, la première, la SAS là, hein, parce qu'en gros, moi, je m'étais dit, je vais pas encore monter une société, je sais pas si ça va prendre ou pas prendre la mayonnaise, donc on va dire que j'apportais à peu près 30 000 euros, 35 000 euros. Là, pour l'instant, cette année, à la date d'aujourd'hui, je dois être à 138. Je sais pas si je vais terminer à 250 en marge. Je sais pas. Idéalement, c'est à peu près ça. On verra bien comment en fait les ventes se font pour la suite de l'année. Ouais, c'est à peu près, finalement, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, à peu près 25 000 de marge par OP, t'en as fait 4, donc ça t'a ramené à peu près 100 000, on va dire, sur les 2 années, grosso modo, hein, sur la société. Ouais, alors en fait, moi j'identifie les petites et puis après les moyennes. Les moyennes, quand c'est une moyenne, ça fait en marge, ça fait entre 50 et 75. Voilà, c'est les moyennes. Et puis après, on a les grosses opérations. Et moi, les grosses opérations sur Clermont-Ferrand, elles sont un peu plus. J'ai un peu plus de mal à les trouver. Donc c'est pour ça en fait que je me suis associée pour que finalement je sois sur un marché qui soit plus porteur en fait en termes de grosses opérations. Et puis pour partager aussi tout le quotidien de l'opération avec un associé. Donc voilà, là en fait actuellement moi j'ai quand même fait 2 moyennes opérations. C'est aussi ça qui fait que ça a augmenté un petit peu le chiffre d'affaires. Il n'y avait pas que des petites, ça quoi. Ouais, un bon mix en fait entre les deux. Comment toi tu l'as un petit peu mentionné, mais du coup l'association tu l'as vue parce que, enfin, elle est venue vers toi naturellement parce que il y avait un bon feeling avec la personne. Et là j'essaie juste de me mettre dans la peau des gens qui nous écoutent et peut-être qui se disent tiens, pourquoi l'association ça pourrait être intéressant. Il y a peut-être des critères qui font que ça peut fonctionner ou pas fonctionner. Toi, t'es allé la chercher plus par rapport à l'expérience, par rapport au fait de pas être seul, par rapport au fait d'avoir du capital supplémentaire pour pouvoir aller sur des opérations plus grosses peut-être, qui sont peut-être plus rémunératrices. Comment t'as vu le truc? Et en fait, notre association, elle s'est trouvée parce que Sandrine, elle avait besoin finalement de plus le côté
moyens financiers que je pouvais apporter. Et puis Sandrine, elle pouvait m'apporter plus le côté grosse opération de par son secteur. Il y avait ça, et puis aussi comme en fait on se fréquente beaucoup en fait pendant les séminaires ou pendant les birthdays, et qu'on se fréquente même le soir parce qu'en fait on dort avec les personnes dans les chambres. Non mais et du coup en fait c'est là qu'on se dit ouais, il y a une bonne il y a des bons liens en fait, il y a une bonne affinité, il y a des accroches, il y a un peu un même parcours, ou en tout cas peut-être pas forcément un même parcours, mais en fait des points communs dans les vies en fait, et du coup avec mêmes perspectives, si on peut dire. Donc c'est ça en fait c'est Mais il y a, des il y a une affinités. complémentarité, il y a une Ouais, complémentarité de fait sur le papier qui fait que c'est intéressant. Et puis ouais, au fil derrière ça, il y a une grosse composante ouais. avoir le feeling, être sur la même longueur d'onde, C'est avoir les ça, mêmes c'est types ça. Et puis après avec des caractères, où on sent, des caractères où on s'entend bien, parce que sinon ça peut être très compliqué, quoi. Surtout quand on est dans des zones de difficulté où il faut se serrer les coudes, il faut être à différents niveaux. Il y en a une qui peut être un peu plus un peu plus qui réagit un peu plus fortement, quand l'autre met un peu plus, ok, on prend un peu plus de recul, voilà quoi. Et en fait c'est motivé aussi, c'est bien. Enfin moi je trouve l'association pour ça. Ouais, on peut partager nos moments de down, comme on peut partager nos victoires, on peut partager nos tracas. Enfin, c'est voilà quoi. C'est Qu'est-ce qui t'a surpris le plus, peut-être, et qui t'a les obstacles que t'as trouvé les plus durs dans ton parcours en marchant, même dans l'activité marchand? les obstacles qui peuvent être durs, en fait, c'est finalement là aujourd'hui, c'est de trouver les entreprises qui peuvent me faire progresser. Moi, aujourd'hui, ce dont j'ai besoin, c'est d'un maître d'œuvre pour essayer d'être le moins présente sur les chantiers et le plus présente sur le terrain à rechercher. Et en fait, trouver les bons partenaires, c'est pas si évident. Et puis quand on en a, il faut vraiment les conserver, mais c'est long à mettre en place tout ça. Et le partenaire, il n'y a pas en fait que les travaux, il y a le notaire, l'avocat, enfin voilà, tout ça en fait, ça peut être long. Donc je trouve que c'est dans le parcours, c'est une difficulté, franchement, de trouver les bons partenaires et se dire ok, je fais confiance quoi, je fais confiance. Et même là, tu vois, tout récemment, euh, j'ai, on refaisait un chantier, donc un clé en main. Et j'ai trouvé en fait la personne qui, ça a l'air de rien, mais enfin tout le montage des meubles, les décos, etc. Je peux pas tout faire en fait toute seule. Et j'essaye en fait de moins en moins faire. Et j'avais trouvé en fait la personne pour m'accompagner rien que sur la décoration, etc. Je dis pas en fait tout ce qui est plan et tout ce qui est 3D, etc. Ça j'ai ma partenaire. Hein. Mais je parle en fait de quelqu'un qui, une fois que les travaux sont terminés, on met tout ça en fait, on fait du beau maintenant. Et ben en fait, j'ai eu jusqu'à présent le clé en main, je le faisais, mais rien que pour avoir le tableau, j'étais là. Je disais voilà, le tableau, faut l'accrocher à telle distance. Non, c'est pas là, c'est là. Tu vois, et là en Ah, fait, micromanagement, quoi, ouais. ouais, c'est ça. Et là, la personne, en fait, je lui laissais les clés et je lui disais, OK, tu vois, c'est ça. Il me fait, ouais, je vois bien. Et là, en fait, j'arrivais à lui transmettre. Et il me faisait. Et cette personne-là, en fait, part. Et je suis déçue, vraiment. Elle change de région. Et en fait, c'est la difficulté, c'est vraiment de s'entourer des personnes qui viennent, sur lesquelles tu peux t'appuyer. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est une difficulté. Euh, l'autre, euh, l'autre difficulté aussi, c'est de pouvoir en fait tout. Alors c'est pas seulement sur le marchand, hein, c'est d'une manière générale, c'est de pouvoir en fait tout gérer en fait. C'est avoir en fait les casquettes, casquette de marchand, casquette de gestion, casquette de propriétaire. Faut voilà, il faut avoir je peux trouver en fait moi des difficultés là-dessus. Et puis après, alors ça c'est vraiment personnel. La difficulté que moi j'ai, c'est à me dire
ok, tu peux aller maintenant sur encore plus gros, tu vois, parce que j'ai besoin en fait de valider mes étapes, quoi. Donc il y a beaucoup de choses maintenant que je maîtrise, heureusement. Mais c'est vrai que je pense que c'est par le fait que je pourrais m'appuyer sur les personnes, que je serai en confiance avec une personne, c'est là que je me dirais, et typiquement, hein, je pense au maître d'œuvre, hein, je pense vraiment au maître d'œuvre ou à l'entreprise générale, tu vois, à me dire, ok, cette étape-là, maintenant je peux voir les projets, je peux en fait voir des plus gros projets et moi me consacrer à autre chose, en fait, enfin autre chose. Sur le métier de marchand, à me consacrer sur ma prospection, ma recherche, ma négociation, et mon pilotage du reste des projets, quoi. Voilà. Tu sens que c'est vers là que tu voudrais évoluer maintenant, plus sur plus de volume, avec des trucs plus ambitieux, une fois que tu as sécurisé un partenaire solide? Ouais, complètement, ouais. Est-ce que le marchand, en revenant un petit peu au début de la conversation sur un peu le patrimonial et puis le fait qu'il y avait un manquement là-dessus au début, comme beaucoup de gens d'ailleurs, est-ce que tu as une vision aussi de mettre le marchand au profit, au service un petit peu aussi de ta vision sur ce que tu veux faire avec dans un aspect plus perso, patrimonial, transmission, projet de vie ou autre? Est-ce que tu mets déjà ces choses-là en place? Tu as déjà une vision de ce que tu veux faire avec ça? Ouais, c'est complètement ça. Moi aujourd'hui, en fait, le marchand, je le vois, le marchand n'est pas là pour me rémunérer, en fait. Le marchand il est là pour faire en fait augmenter, on va dire ma boule de marchand, si on peut dire. Et cette boule de marchand, elle est là finalement pour après alimenter mon patrimoine. Et c'est quand je serai, je sais pas, abouti, j'en sais rien, mais enfin moi j'ai quand même 52 ans, donc du coup je peux pas réfléchir comme quelqu'un qui a 30 ans. Moi la retraite, faut que j'y pense, quoi, parce que je suis pas à me dire c'est dans 30 ans, hein. Alors, la retraite, pas la retraite, j'encaisse, hein, enfin j'encaisse, c'est pas ça, mais la retraite, me dire, à un moment donné, faut aussi profiter, c'est et donc en fait moi je fais tout ça finalement pour faire grossir en fait ma société de marchand, faire de plus en plus. Dans l'idée c'est de me dire réinvestis tout le temps en fait, réinvestis tout le temps, paye-toi le moins possible, et puis réinvestis et pars sur des projets de plus en plus gros, avec toujours cette notion quand même de plus c'est gros, plus il y a du risque quand même, mais voilà. Et donc, pour le coup, bien valider chaque étape et après se dire, ok, tout ça en fait doit à un moment donné me permettre de, maintenant passer de société à personnel et profiter en fait de ça, profiter de ce que j'aurais fait, quoi. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point aussi, c'est de me dire la société que j'ai constituée en SAS. Alors maintenant, depuis, la SAS fait partie d'une holding qui, elle-même, cette holding a la société aussi de marchand. En fait, l'idée aussi, c'est de se dire, je veux transmettre, quoi. Moi, j'avais déjà, en fait, commencé à transmettre à ma fille, mais je veux continuer. Je veux transmettre quelque chose un patrimoine, mais je veux aussi transmettre un outil, peut-être. Peut-être que ma fille, elle a encore 9 ans, mais peut-être que elle me parle beaucoup d'architecture. Peut-être que elle fera ça, peut-être pas, hein, j'en sais rien. Peut-être qu'elle va reprendre, je sais pas. Mais en tout cas, j'aimerais bien transmettre aussi un outil en plus d'un patrimoine, quoi. Et tel que tu vois dans l'organisation du petit groupe que tu as créé, la SAS, elle est différente de la société de marchand. En quoi, enfin, pourquoi tu l'as pas fait déjà sous la même SAS, le marchand? Au départ, je l'avais fait sous la même SAS parce que je m'étais dit, en fait, cette SAS-là, cette première SAS patrimoniale, elle est capable de faire plein de choses. Sauf que je la mets en risque, cette société, en fait. Si je fais toutes mes opérations dans cette même société de patrimoine, je la mets en risque, quoi. Et donc, du coup, j'avais bien entendu l'avocat qui m'a dit, enfin, vous allez devoir, en fait, ok, la première opération, mais après, les autres, non. Enfin, il faudra, en fait, si vraiment vous voulez faire ça et vous allez grossir, faut vraiment créer une vraie structure. Donc c'est différent. On encapsule ça dans une autre structure. Votre société de marchand n'a rien à voir avec votre société qui détient en fait vos biens en locatif, hein, ou vos biens. Voilà, c'est différent. Non, mais c'est très clair. C'est vraiment inspirant. C'est marrant quand tu parlais de aujourd'hui, j'ai 52 ans, je peux plus parler comme quelqu'un de 30 ans, et puis juste derrière tu dis moi tout ce que je fais, je le réinvestis. Ouais.
je me dis en fait, une personne de 30 ans m'aurait dit exactement pareil. Justement, je suis jeune, j'ai pas besoin de cet argent, j'investis. En fait, Ouais. j'ai un peu l'impression en t'écoutant parler que peut-être la seule différence que tu peux avoir par rapport à ton âge, c'est juste le fait que tu as beaucoup plus de recul et du coup, il y a un sens de l'urgence que peut-être quelqu'un de 30 ans aurait pas pour aller plus vite. Mais fondamentalement, tu fais les mêmes démarches, mêmes mécanismes de faire grossir la boule et pas consommer ton cash issu de l'opération, quoi. Ouais, complètement. D'ailleurs, en fait, je dis mon âge parce qu'il est là, mais en fait, dans ma tête, c'est vrai dans mon mode de vie, hein, je suis hyper actif, quoi. Vraiment, je fais beaucoup de choses, je bouge tout le temps et voilà. Donc, je sais pas si c'est comme une personne de 30 ans. Enfin, moi, j'ai l'impression, en tout cas, j'ai pas changé ma manière de vivre. Enfin, ma manière de vivre dans le sens où mes activités, quoi. Mes activités. Non, et puis quand même, tu prends, enfin, de ce que je vois, du coup, ce que je vois, c'est que tu as appris quand même su prendre des risques et maîtriser certes, mais tu as su prendre des risques. Je pense que ce que tu t'es engagé à faire par rapport même à ton dernier locatif et puis après sur le marchand, ça demande quand même une sorte de d'ambition et d'engagement Mm. et de confiance finalement qui je pense qui est nécessaire pour se lancer vraiment, quoi. Qu'est-ce que tu dirais qui manque peut-être chez les gens qui veulent se lancer en marchand mais ont pas encore peut-être se sentent pas encore tout à fait prêts, qui étaient un peu dans la situation similaire à la tienne? Bah, ce que je pourrais dire, c'est que en fait, si on est dans une situation comme la mienne et qu'on n'arrive pas à passer le cap, c'est qu'il manque un élément et l'élément, c'est il faut se faire entourer. C'est peut-être toujours le même discours qu'on donne, hein, mais c'est la réalité. Il faut se faire entourer, il faut être accompagné. Donc, trouver en fait un organisme, enfin voilà, moi je fais partie du cercle, hein, le cercle ou quelqu'un, enfin ou autre chose, hein, mais en tout cas, c'est si on a envie de faire ça de manière, on va dire plus sereinement, avec plus de confiance, il n'y a pas le choix parce que sinon en fait, déjà que c'est des métiers, enfin c'est un métier. Il est pas simple. Il y a beaucoup de choses. On peut vite inverser la machine et se planter, quoi. Donc, enfin, il faut se faire entourer de toute façon. Il y a pas d'autre moyen ou d'autre choix que de se faire accompagner. Voilà. Est-ce qu'il y a des ressources que tu voudrais indiquer aux gens qui t'ont toi aidé vraiment beaucoup, au-delà de tout ce que tu as déjà expliqué par rapport à l'accompagnement et autres? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors moi j'écoute beaucoup de choses. J'écoute beaucoup de podcasts. J'écoute le tien beaucoup. Du coup, tous tes invités, je les écoute attentivement et ça m'arrive plein de fois de les appeler pour après voir comment je peux en fait faire appel à leur service. Et puis il y en a, j'ai fait appel à leur service. Donc voilà, ça c'est le premier point. Après, j'écoute aussi, alors je sais pas si, mais j'écoute un podcast qui s'appelle Doux que tu as reçu. Parce que moi, en fait, j'essaye aussi de comprendre en fait tous les petits. C'est très court, mais tu vois, de m'alimenter en fait en termes de compta et de gestion de société pour voir un peu comment voilà, être à l'affût de ce qu'on peut faire, quoi. Comment optimiser. J'écoute aussi. Ouais, moi, c'est beaucoup de podcasts. Franchement, j'écoute beaucoup les podcasts. Qu'est-ce que je vais écouter aussi j'aime bien les podcasts. C'est Mathieu Stéphanie, c'est ça? Ouais. Quand il l'invite et que voilà, en fait, j'aime bien écouter et voir le parcours des entrepreneurs principalement. Du coup, maintenant, j'écoute aussi Légende parce que des fois, il va, je sais pas si tu connais. Voilà, il interviewe aussi des entrepreneurs. Moi, j'aime bien le parcours. En fait, j'aime bien connaître le parcours des entrepreneurs et j'aime bien. C'est beau d'avoir des belles réussites. Après, voilà, je ferai la réussite que j'aurai. J'en sais rien. Moi, je suis pas. Mais voilà, j'aime bien. Moi, je trouve que c'est inspirant. Et puis ça donne pas des idées, mais enfin si, c'est aussi ça donne des idées. Ouais, ça donne des idées de ce qu'ont fait les gens, où est-ce qu'ils sont allés. Voilà. C'est bon, moi j'écoute beaucoup de podcasts. Je lis pas tant que ça. Je lis pas tant que ça. En ce moment, je suis plus dans la lecture des choses pour la négociation. Donc il y a un bouquin qui s'appelle, c'est une méthode pacificator, quelque chose comme ça.
Donc voilà. Et puis voilà. Ok, toujours dans la formation continue. Ah ouais, bah oui. Par contre, ouais, c'est ça, exactement. Formation continue, ouais, tout à fait. Bon, bah c'est cool. Bah merci beaucoup d'avoir partagé ton parcours d'entrepreneur du coup. Et est-ce que les gens qui souhaitent justement, comme toi, tu contactes les invités qui passent sur le podcast, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent te contacter? Est-ce que tu laisses une plateforme sur laquelle tu pourrais être joignable ou? Eh ben en fait, pas trop encore. On peut me contacter et c'est vrai, hein, c'est mon axe d'amélioration, ça être plus présente en fait sur les réseaux et montrer plus que je fais sur Instagram. Mais en fait, je diffuse pas beaucoup, donc faudra passer par toi et puis voilà et puis redemander où est-ce qu'on peut me suivre. Hein. Mais c'est vrai, non, j'ai pas de lien pour l'instant. Ton Insta, c'est un Insta perso quoi, c'est ça? Ouais, c'est un Insta, exactement. Ouais, tout okay, à fait. Bon, on restera dans l'ombre. mais en tout cas, ouais, c'est vraiment ça. Par contre, je dois. C'est quelque chose que je me fixe. Je sais pas si c'est pour cette année. Il y a déjà beaucoup de choses, mais ouais, être plus présente et montrer plus mon travail en fait. Ouais, bon, si vous êtes intéressé, envoyez-moi le message, mais moi j'irai tanner Valérie pour que pour elle vous voilà, si ça peut être pertinent en tout cas, je pense que ça peut être intéressant de mettre en relation aussi des gens qui s'y font et qui peut-être ont inspiré par ton parcours, qui peuvent aussi voilà, qui sait, tu parlais d'associations, il y a peut-être des associations aussi possiblement avec des gens aussi qui investissent, qui écoutent le podcast, donc je pense que c'est pas mal de laisser cette porte ainsi ouverte. Complètement. Carrément, bah merci beaucoup Valérie pour tout ça. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Ciao. Salut. Si tu apprécies les retours terrain d'investisseurs et de bascule dans l'activité de marchand de biens, je te conseille les épisodes 230 avec Valentin ou 233 avec Oriana, qui sont tout aussi inspirants, plein d'enseignements pratiques. Bonne écoute, bonne découverte.